You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Aujourd'hui, émission spéciale SIDAction dédiée aux personnes en détention. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25 ou bien vous pouvez laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net. Vous pouvez également passer par notre compte Twitter VIH Radio ou notre page Facebook Comité des Familles. N'oubliez pas que nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcast, Spotify et Audioblog. Et comme on disait aujourd'hui, émission spéciale SIDAction dédiée vraiment aux personnes en détention. On les fait en plateau avec trois invités que je suis heureuse d'accueillir. Le docteur Maria Wanto-Chaspoul, conseillère médicale nationale de la santé des personnes sous mandat de justice. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Et bienvenue. Et merci aussi pour la participation au docteur Aram Bodje, directrice SIDA-Info Service. Bonjour. C'est un plaisir. Je ne vous ai jamais reçu en plateau, je pense. Non, c'est la première fois. Mais nous, au SIDA-Info Service, on parle souvent des SIDA-Info Service. Le numéro, nos auditeurs le connaissent, les 0800 840 800. Ils vont vous répondre à toutes les questions, mais on va parler de ça tout à l'heure. Et bien sûr, bonjour à Rida Nouyouat. Désolée, je le prononce toujours très mal. Responsable thématique milieu pénitentiaire de SIDAction. Bonjour Rida. Toi aussi, tu es un invité... Tu es souvent invité en plateau de Vivre avec les VIH. Alors, je vous invite à parler tous bien plus rapprochés du micro et je vous laisse un peu déjà vous présenter vos structures et vos rôles respectifs. Marie, est-ce que tu veux commencer ? Oui, alors donc moi je suis médecin. J'ai été recrutée par la DAP en octobre 2020. La DAP, c'est la direction de l'administration pénitentiaire. C'est une des 5 directions du ministère de la Justice. Et elle a 2 missions essentielles. Donc la mission sévère qui est la mission de surveillance. Mais elle a une mission qui pour moi est essentielle. C'est la prévention de la récidive et l'aide à la réinsertion. En fait, mon poste est placé au niveau de la sous-direction de l'insertion et de la probation. Et je crois que c'est pour moi une conviction importante. Je pense que la santé, c'est un facteur très important de réinsertion. Dans, je dirais, la structure de la DAP, mon rôle essentiel est de faire le lien entre 2 cultures qui sont quand même très différentes, qui est la culture de santé, donc avec mes confrères dans les unités sanitaires, et avec le côté pénitentiaire qui a parfois... Donc l'idée, c'est de fluidifier tout ça dans l'intérêt des personnes. Voilà, pour une première présentation. Et la DAP est très heureuse de participer au SIDAction depuis plusieurs années. L'année dernière, on avait déjà eu une belle mobilisation des établissements pénitentiaires, des surveillants, des agents pénitentiaires et des familles. Mais j'espère que cette année, ça s'annonce vraiment une année très brillante. On a énormément de réponses et beaucoup d'activités proposées. Ah, c'est super. Pour ce qui nous concerne, c'est la 3e année qu'on vous accompagne dans cette aventure. Mérida, elle va nous dire depuis combien de temps ça existe. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais je veux continuer avec Aram pour SIDA-Info Service. Alors, oui, pour nous, c'est important. SIDA-Info Service, vous savez, c'est 32 ans maintenant. Où on accompagne généralement le grand public pour de l'information, du dépistage, de la prévention VIH, mais également santé sexuelle. Et depuis 2013, on s'est dit que
il y avait une partie de la population qui ne pouvait pas avoir accès à nos services. Et on a conventionné avec la direction de l'administration pénitentiaire, donc une convention qu'on a depuis 2013, pour que les détenus puissent avoir accès à nos services comme le grand public, comme tout le monde, qu'ils aient les mêmes droits. Et c'est vrai que ça permet aussi de rompre l'isolement des détenus, mais également de leur apporter toutes les informations nécessaires et l'accompagnement surtout au niveau pénitentiaire, mais par rapport au VIH et la santé sexuelle. Oui. Et c'est toujours les mêmes numéros, du coup, aussi en détention? Alors, au départ, quand on a mis en place le projet en 2013, il y avait un numéro spécial, un numéro court, qui ne concernait qu'une de nos lignes. Et les détenus devaient composer ce numéro. Mais là, depuis peu, c'est toujours le même numéro, le 0800 840 800. Ils peuvent nous appeler tout le temps. On est disponible de 8h à 23h. Et même au-delà, puisqu'on a ouvert un pôle en Guyane, ce qui nous permet d'élargir notre offre de services et de pouvoir les accueillir à tout moment. Tout à fait. Numéro gratuit, anonyme. Rida. Et confidentiel. Absolument. Rida. Alors, moi, je m'appelle Rida Nuiwad. Je suis responsable de la thématique milieu pénitentiaire à SIDAction. Je suis aussi médecin. SIDAction, c'est une association qui a été créée en 1994. C'est la seule association qui finance la recherche. Elle a été créée pour recueillir des fonds privés pour la recherche et le soutien aux associations. Et donc, les associations, c'est aussi les associations nationales et internationales. On finance des projets en Afrique et aussi en Europe de l'Est. Voilà. Le SIDAction, je profite de l'occasion pour vous parler du SIDAction Prison. Il a été mis en place en 2010 au niveau d'une seule prison. C'était la prison de Nanterre. Et puis, c'était autour de tournois sportifs et d'un forum santé. Et l'année d'après, on nous a demandé pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas de collecte en prison à la demande des détenus. Et donc, on a décidé de faire une opération en 3 parties avec une collecte. Parce que la demande émanait des détenus. Elle a été étendue en 2013 à toute l'Île-de-France. Voilà. Et puis, à 2015, on a fait une opération avec la Fédération de volleyball où on a sorti les détenus de prison et on les a emmenés au stade Charletti pour des tournois de volleyball et on a invité les familles et les enfants. Et puis en 2016, l'Alsace nous a rejoints et puis à partir de 2017, c'est devenu une opération nationale. Voilà. Parfait. Parfait. Et du coup, nous, on vous accueille depuis 2019, je crois. Voilà. Oui, du coup, c'est comme je disais, la 3e année. Voilà. Et il y a un guide qui est édité en même temps par l'administration pénitentiaire et SIDAction qui décrit l'opération et qui est destiné à tous les établissements pénitentiaires. Voilà. Qui décrit les tournois sportifs, les forums santé, la collecte. Alors aujourd'hui, comment nous allons procéder? Nous avons pris du coup les questions que les détenus ont demandé à SIDA Info Service. On les a bien sûr relues parce que, comme on disait, le numéro il est absolument anonyme. Et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. C'est juste certaines des questions que les personnes en détention peuvent poser. Du coup, je vous propose d'écouter la première question qu'on vous pose, médecin docteur. J'ai appris ma séropositivité il y a de cela 15 jours. C'est très dur pour moi. Je me sens isolé. On m'a enlevé mon co-détenu. Il va falloir voir un infectiologue ce matin. Alors, j'ai choisi de commencer par cet homme qui a seulement 17 ans. Et parce que en fait il parle de l'isolement. J'ai l'impression que ça c'est quelque chose de très fort qu'on va retrouver un peu dans tous les témoignages. Et qu'est-ce que vous en pensez selon votre rôle différent? Alors, l'isolement, effectivement, il est plus important en détention, mais très souvent, quand on apprend sa séropositivité,
malgré le fait que ça fait plus de 40 ans maintenant qu'on connaît bien cette maladie, elle reste liée à beaucoup de discrimination et ça entraîne souvent un choc au moment de l'annonce de la séropositivité. Et ça, c'est, j'allais dire, aussi bien en détention qu'à l'extérieur de détention. Mais ce que l'on peut conseiller à une personne qui est en détention, dans toutes les détentions, il y a des unités sanitaires qui sont chargées de prendre en charge les personnes et de s'occuper de leur santé. Il y a certes des médecins, mais il y a aussi des psychologues et des psychiatres, parce que je comprends que ce soit très difficile au début d'en parler simplement à son entourage, mais c'est plus facile d'en parler à un professionnel de santé. Et dans tous les unités sanitaires, il y a des psychologues. Et il y a aussi, pour les personnes en détention, ce qu'on appelle les CEPIP. Ce sont donc des agents qui sont chargés de soutenir et d'aider à la réinsertion. Très souvent, ils ont des formations en psychologie et ils sont aussi capables d'écouter et de soutenir. Et puis, il faut savoir que le lien avec les familles est quelque chose de très important avec les familles et l'entourage. Et en fait, il y a ce qu'on appelle la téléphonie en détention. Donc, on peut téléphoner à ses proches, on peut échanger. Et on peut aussi faire le numéro de SIDA Info Service. Je rappelle que c'est un numéro qui est gratuit et qui n'est pas écouté. C'est-à-dire qu'en fait, ça conserve toute la confidentialité, parce que très souvent, au départ, à cause de cette discrimination, on n'ose pas en parler. Et je veux aussi rappeler que dans l'unité sanitaire, le secret médical est maintenu comme à l'extérieur. Ça fait partie des obligations des soignants. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir à cet entourage professionnel. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Rida. moi je voudrais rajouter une chose, c'est que depuis 1994, la santé est confiée à l'hôpital en prison. La santé est confiée au ministère de la Santé. Donc, les soignants sont obligés le secret médical est quelque chose de constant en prison. Il ne faut pas hésiter pour un détenu de s'adresser à l'unité sanitaire. Comme disait Marie, il y a des soignants, mais aussi des psychologues, des psychiatres. Et donc, tout ce qui sera dit sera couvert par le secret médical. Il faut que chaque détenu se dépiste pour savoir où il en est par rapport à cette maladie, mais aussi à d'autres maladies comme les IST ou les hépatites. Mais il faut qu'il se soigne aussi. Voilà. Aram? Oui, pour rebondir un peu tout ce qui a été dit, justement là, le rôle de SIDA Info Service va être important, puisque on va permettre au détenu qui est contaminé de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, de savoir quelles sont les personnes ressources qu'il y a en détention, vers qui se tourner, de l'accompagner et d'essayer, encore dans la mesure du possible, de rompre cet isolement. Et voilà, donc l'idée, en tout cas pour nous, notre objectif, c'est aussi de lui faire prendre conscience qu'il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des psychologues, et il ne connaît pas forcément bien le rôle de chacun, et nous, on l'aide à pouvoir avoir accès à toutes ces prestations. Donc c'est là aussi notre rôle, c'est vraiment rompre l'isolement et pouvoir mieux l'aider dans sa pathologie. Absolument, parce que les écouteurs, les personnes qui répondent à SIDA Info Service, ce sont tous vraiment des vrais professionnels. Même nous qui travaillons dans le métier, des fois, on appelle les SIDA Info Service pour avoir des informations précises et exactes. Alors, la première partie du coup de cette émission, je voudrais plutôt la dédier à la prévention et au dépistage. Rida, il a déjà un peu dit, c'est très important qu'il se fasse dépister. Voilà, du coup, et surtout, beaucoup de questions aussi, des appels à SIDA Info Service concernent les risques de transmission. C'est vraiment un thème récurrent. Je vous fais écouter, par exemple, ce qu'il nous dit, une homme de 24 ans. J'ai fait un test VIH, mais je n'ai toujours pas eu de réponse alors que cela fait un mois.
J'ai fait le test suite à un échange de seringues avec une femme toxico. Alors, ma première question, cette personne, elle nous dit, j'ai fait un test, ça fait un mois, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que cela vous paraît... comment ça peut se faire? Comment c'est possible qu'il y ait une situation comme ça, depuis un mois, il reste dans l'incertitude? Je trouve que c'est assez étonnant parce que généralement, quand ils arrivent en détention, on leur fait faire des tests et quand ils ont pris des risques aussi, et souvent, en tout cas, dans la mesure de possible, on essaye de donner les résultats assez rapidement. Donc, un mois après, en sachant que maintenant on fait des tests VIH rapides, même si on est en détention et que c'est un peu plus compliqué et que l'hôpital n'est pas sur place, souvent c'est dans les 15 jours où on a un résultat. Donc, c'est assez surprenant, mais j'imagine s'il l'a dit, c'est que ça lui est arrivé. Donc là, je ne sais pas trop quoi dire. Oui, alors, quand les personnes arrivent en détention, on propose systématiquement de faire un test de dépistage. C'est pour certaines personnes la première rencontre avec une équipe de soignants. Alors après, ce qui peut se passer, c'est que les unités sanitaires dépendent de l'hôpital et tout le monde sait que l'hôpital a de gros problèmes de ressources humaines en santé. Il y a peut-être eu un problème dans l'organisation des rendez-vous dans cette détention en particulier, mais c'est vrai que généralement les résultats sont donnés beaucoup plus rapidement. Et ce que je veux dire aussi, c'est que la proposition de test est faite à l'entrée, mais elle est aussi répétée et elle peut se faire à la demande des personnes parce qu'il y a des permissions de sortie, il y a d'autres occasions, je veux dire même pendant la détention, que ce soit des tatouages ou l'utilisation de matériel partagé, comme là c'est le cas de ce monsieur qui dit qu'il a partagé son matériel. Il peut y avoir des risques de contamination, même en détention, et il ne faut pas hésiter. On a dit tout à l'heure, le secret médical est totalement maintenu en détention, et quelles que soient les modalités du risque que vous avez pris, vous pouvez demander une consultation à votre demande sans attendre d'être convoqué par l'équipe médicale. Ça, c'est important. Oui. Dans ce témoignage, du coup, la personne a changé une seringue. Rida, je vais te poser plutôt à toi, comment on peut faire de la réduction des risques en milieu pénitentiaire? Juste préciser que parfois, en prison, on peut ne pas rendre les résultats, mais en général, ce sont des résultats négatifs parce qu'un résultat positif est toujours rendu. Alors, on a vu parfois des co-détenus demander le papier de l'unité sanitaire. Et donc, il y a des unités sanitaires qui hésitent à rendre des résultats écrits pour justement protéger les détenus de ça. Voilà. Ce qui pourrait expliquer ce cas. Ensuite, sur la réduction des risques, il y a... ça a été voté dans la loi de santé de 2016, l'extension de la réduction des risques vers la prison. Cependant, c'est vrai que ça ne s'est pas fait automatiquement à la suite de cette loi, puisque jusqu'à aujourd'hui, on est en train de discuter de ce problème-là. Et selon les établissements, on peut aller jusqu'à des mesures extrêmes en réduction des risques, par exemple donner des seringues à des détenus, mais c'est rare. Beaucoup de médecins attendent d'avoir un avis et un décret suite à cette loi qui les protège. Voilà, et donc ça va vraiment dépendre du directeur d'établissement, du médecin, etc. Et donc les mesures sont très variables d'un établissement pénitentiaire à un autre. Marie ? Alors effectivement, les mesures sont très variables d'un établissement à un autre. En même temps, je pense qu'il faut redire aux médecins qu'ils ont ce qu'on appelle un code de déontologie qui est en droit, dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes de droit.
Le code de déontologie a été intégré entièrement dans le code de la santé publique, donc il est au-dessus de l'ensemble des lois, et les médecins ne doivent se référer qu'à leur code de déontologie. Et le code de déontologie précise de manière très nette qu'un médecin a ce qu'on appelle une obligation de moyens. Alors, il y a des choses qui sont... Et cette faute, quand on ne respecte pas cette obligation de moyens, est punissable. On n'a pas d'obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens. Et la loi de 1994 renforce le code de déontologie avec une obligation pour les médecins de mettre à disposition des personnes en détention la même chose que pour les personnes qui ne sont pas en détention. Est-ce qu'on va faire une petite, disons pas en arrière, mais un petit focus, parce que la question aussi que se posent les personnes, c'est la transmission. Est-ce qu'on veut répéter, Aram, peut-être, tu peux nous dire quelles sont les véritables conditions de transmission du virus du VIH? Alors, la transmission du VIH, elle se fait de deux manières essentiellement, soit par voie sexuelle ou par voie sanguine. Alors, la voie sexuelle, c'est les relations de pénétration vaginale, anale, orale, essentiellement, et par la transmission sanguine. Alors, les transfusions, mais en détention, je pense qu'il n'y a pas énormément de transfusions, mais par le partage d'objets, de seringues essentiellement, parce qu'il faut savoir que le VIH est un virus qui vit très peu à l'air libre, donc c'est pas forcément en partageant d'une brosse à dents ou un rasoir qui a traîné qu'il y a un risque de contamination, ou une lame, puisque des fois ils utilisent des lames. Mais il faut qu'il y ait une immédiateté dans l'utilisation des objets coupants tranchants qui sont souillés de sang. Donc, dans l'absolu, j'ai envie de dire que en détention, sur le plan, en ce qui concerne la transmission sanguine, à part le partage de seringues, et encore, il faut que ce soit dans l'immédiat, il y a très peu de risques avec les objets coupants tranchants qui ne sont pas utilisés dans l'immédiat. Après, il y a la transmission sexuelle qui peut exister aussi en détention. Ça, c'est des faits. Oui. On peut et oui, il y a des activités sexuelles en prison. Voilà, on peut les dire fort et clair. Donc voilà, il suffit en tout cas de ne pas partager d'objets tranchants coupants dans l'immédiateté, et puis éviter les rapports sexuels non protégés. Puisque en plus, en détention, on met à disposition, comme le dit Marie, on met à disposition la même chose qu'on met à l'extérieur, c'est-à-dire on met à disposition des préservatifs aussi aux détenus. En doré, oui. En tout cas, moi, dans les prisons où j'ai travaillé, on avait toujours... Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour un détenu de demander un préservatif, mais on mettait un petit panier avec pas mal de préservatifs, et puis on tournait un peu le dos pour qu'il puisse se servir, et il se servait. Donc, pour nous, on est dans de la prévention, donc à tous les niveaux, que ce soit à l'extérieur de la prison ou bien dans la prison. Alors, moi, je voulais juste rappeler qu'il y a un nombre relativement important en France de personnes qui ignorent leur statut vis-à-vis du VIH, et que cela peut poser des problèmes, notamment pour les femmes. Lors d'une grossesse, il peut y avoir des problèmes de transmission de la mère à l'enfant. Et il y a un certain nombre de femmes qui sont en détention. Il y a à peu près 3000 femmes qui sont en détention. Et le dépistage ne concerne pas que les hommes, il concerne aussi les femmes. Et la santé des femmes est un problème en détention. Oui. Et surtout, si on disait tout à l'heure qu'il faut offrir aux personnes en détention les mêmes moyens qu'on a à l'extérieur, un moyen qu'il est très diffusé à l'extérieur, que de plus en plus est diffusé aussi parmi les femmes, ça serait la prophylaxie pré-exposition, la PrEP. Ça peut servir exactement dans ce cas. En prison, est-ce que les médecins la proposent? Est-ce qu'il faut la demander? Comment ça fonctionne? Alors, il y a un certain nombre de médecins d'unités sanitaires. Je n'ai pas fait encore le tour de toutes les unités sanitaires, mais il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place pour la PrEP. Il y a deux problématiques. Il y a les personnes qui arrivent en détention
et qui ont déjà la PrEP. Donc la PrEP, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. C'est en fait un médicament que vous allez prendre avant un rapport sexuel pour éviter d'avoir un VIH. Il ne protège que contre le VIH. Il ne protège pas contre les hépatites et les autres IST, mais c'est déjà une grande avancée. Donc c'est un petit peu comme quand vous prenez un médicament et que vous allez dans les pays du Sud pour vous protéger du palu, vous prenez un médicament avant, et c'est pareil avec la PrEP. Donc soit vous arrivez en détention et vous avez déjà un traitement PrEP, donc vous allez demander lors de la consultation arrivant à poursuivre votre traitement, et ça se fera tout à fait naturellement. Soit vous pouvez demander à initier un traitement de PrEP, parce qu'il peut y avoir une sexualité en détention, comme l'a dit Aram tout à l'heure. Il y a d'ailleurs des unités de vie familiale qui se développent en détention. Il y a des permissions de sortie pour les personnes qui sont en détention. Il n'y a pas que la sexualité, j'allais dire, intramuros, mais il y a aussi toute sexualité, les parloirs familiaux, les unités de vie familiale et les permissions. Donc vous pouvez demander dans les unités sanitaires à bénéficier de la PrEP. Et il y a un certain nombre d'unités sanitaires qui sont en train de développer des programmes de PrEP. Alors, et la PrEP, c'est aussi pour les femmes. Absolument. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que malheureusement, même dans la population générale, la PrEP n'est pas automatiquement proposée aux femmes, et du coup, c'est un gros problème. Et j'imagine que ça se reflète aussi en prison. Donc ça, c'est un vrai débat qu'on devrait avoir avec tous les médecins pour qu'ils puissent proposer la PrEP également aux femmes. La PrEP s'adresse aux personnes pas contaminées par le virus du sida et qui peuvent être en contact. Tout à l'heure, on parlait du préservatif. Il n'est pas présent dans toutes les prisons et partout en détention. Il est surtout présent dans les unités sanitaires. Et donc, l'un des enjeux, c'est qu'il soit disponible partout. C'est-à-dire qu'un détenu qui ne va pas en unité sanitaire, très souvent, il n'a pas accès au préservatif. Donc, d'où l'intérêt de la PrEP lors d'un rapport sexuel. Voilà. Et donc, c'est important pour les professionnels de travailler sur justement l'accès au préservatif, quel que soit l'endroit de la détention où on est. Tout à fait. Et un autre moyen que nous avons à disposition, c'est les traitements post-exposition si une personne a couru un risque, le TPE. Alors, comment quelqu'un peut faire en prison sans d'avoir couru un risque? Est-ce qu'il faut demander tout de suite un rendez-vous médical pour avoir les TPE, il faut les prendre sur combien de temps? Alors, il s'agit d'une urgence médicale. Je veux dire, le TPE, en fait, c'est quelque chose de très efficace. On le connaît depuis 1994. Au départ, on le consacrait uniquement aux accidents d'exposition au sang chez les soignants. Et puis, on s'est rendu compte petit à petit que ça fonctionnait aussi pour limiter la transmission de la mère à l'enfant. Donc, c'est une prise de médicaments qui est redoutablement efficace, mais qui doit être prise dans les 48 heures. On peut aller jusqu'à 72 heures, mais le mieux, c'est vraiment les 48 heures. Et il faut donc considérer qu'on est devant une urgence médicale parce qu'on peut éviter une transmission. Et là, il ne faut pas hésiter à solliciter, je dirais, l'encadrement pénitentiaire pour bénéficier rapidement d'une consultation. D'ailleurs, ça concerne aussi éventuellement des agents qui pourraient avoir été exposés à des liquides biologiques potentiellement contaminés. Le problème, c'est que beaucoup d'unités sanitaires sont fermées à partir de 17 heures et surtout les week-ends. Et donc là, il peut y avoir un souci parce qu'en fait, je vous parlais de la problématique des ressources humaines en santé, mais il y a aussi une problématique de ressources humaines du côté de l'administration pénitentiaire et parfois un problème d'escorte et obligé de prioriser certaines sorties, ce qui peut être un petit peu compliqué. Mais le TPE est une urgence médicale et il faut se manifester pour pouvoir en bénéficier.
Après, je pense que il y a beaucoup de prisons, de centres de détention où il y a des médecins de garde et le médecin de garde peut initier, il peut initier le traitement, le TPE. Je sais bien que c'est pas toutes les structures, mais ils peuvent faire appel si jamais il n'y a pas la possibilité de sortir le détenu, de faire appel à un service médical pour pouvoir... Parce que, comme le dit Marie, c'est une urgence. On est dans les 48... Il faut qu'on soit dans les 48 heures, sinon au-delà, ça ne sert à rien. Et s'il y a un risque avéré, c'est une perte de chance pour la personne. Donc, il faut, en tout cas, que la personne se manifeste auprès de la pénitentiaire, auprès du service médical, s'il est présent, pour pouvoir bénéficier du TPE. Absolument. Mais ce n'est pas toujours évident. C'est un enjeu, le TPE, parce qu'on s'est rendu compte, l'histoire des 48 heures, plus on va vite après un acte douteux, et plus on a de chances d'être protégé. Et au-delà de 48 heures, c'est problématique. Et donc, on essaie de rapprocher le TPE des détenus et que dans tous les services médicaux, il y ait un kit TPE. Voilà, c'est un enjeu parce qu'on s'est rendu compte, il y a eu une enquête il y a un peu plus de 10 ans, on s'est rendu compte que tous les établissements n'avaient pas ce kit-là. Et donc, c'est un enjeu pour les associations extérieures et pour les structures de la prison aussi. Absolument. D'ailleurs, il y a des recherches à l'ANRS justement pour permettre aussi aux associations, avec des formations, on peut dispenser les TPE, vu que c'est vraiment une question, comme tu disais, de temps et de diffusion. Alors, on reste encore dans cette partie prévention et doutes sur la transmission avec une dernière question d'un homme de 40 ans qui est une question un peu spécifique. On va l'écouter. Je voudrais me faire tatouer. Je me pose des questions sur les risques de transmission. Des tatoueurs pro peuvent venir au centre de détention? Alors, du coup, la question des tatouages, ça peut être partout, bien évidemment, mais ça peut être aussi une question spécifique à la Guyane. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau des tatouages? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des professionnels qui vont venir, qui peuvent venir? A priori, il y a eu quelques expériences pilotes, mais globalement, il n'y a pas de tatoueurs professionnels qui rentrent en détention. Ils n'ont pas, la problématique, c'est aussi, le financement de ces tatoueurs professionnels en détention. Et les expériences pilotes, de mémoire comme ça, mais je peux me tromper, n'ont pas été reconduites. Il faut savoir que c'est les ARS qui sont chargés d'habiliter les tatoueurs et qu'ils doivent obéir à un certain nombre de règles. Il y a une formation, ils doivent avoir du matériel à usage unique et ils doivent utiliser des encres spécifiques qui sont des encres qui sont contrôlées. Et le problème, c'est qu'en détention, c'est souvent du travail d'amateur qui est fait avec du matériel qui n'est pas usage unique. Et peut-être que certainement que les précautions sanitaires ne sont pas non plus appliquées. Et là, il y a un risque qui n'est pas négligeable de contamination. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi des pratiques, de piercing, etc., qui sont associées à la détention et des pratiques culturelles sur la Guyane qui font qu'il y a un risque de contamination qui est important. On a beaucoup parlé du VIH, mais il y a aussi VHC, VHB, il y a aussi les hépatites. Et c'est un risque qui n'est pas négligeable pour les hépatites quand même. Oui, tout à fait. On va parler des hépatites aussi plus tard. Moi, je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, on peut écouter Yaro et Daouzi, La mort ou la prison. On revient tout de suite après. Hier, Sevran, Denel Toro 3 tours, CV, SBR, du 9-1 au 9-3, côté Mexique. Fais ce qu'il a mort ou la prison, hey, hey. Faut faire ce qu'il a mort ou la prison, hey, hey. Allô? La T. Allô? L'année prochaine, c'est la spin. On est vrai pour de vrai!
On s'était dit à l'année prochaine, sans savoir qui sera le prochain. On a vu la mort s'approcher. J'ai perdu du temps, la daronne me l'a reproché. Règlement de compte pour des hasbas, poteaux d'enfance. La cité nous bousille sur la route de l'appel. Les refrains n'ont pas mis d'essence. Donc il faut un demi. Dommage collatéraux, hommage au refrain parti. Une daronne en repleu, une daronne arrive au parloir. Et les conséquences pires que la raison. Des balais, des corps sur le sol. Encore un humain au ciel. Ça m'arrive de pleurer aussi. J'ai que ces gros bâtards ont le seum. Gris sur la taille, je vais réussir. Et le temps passe, qu'est-ce que tu deviens? J'ai quitté le raté, ça me rendait fou. Territoire et bâtiment, on défend. Avec la mort, on a tous rendez-vous. Un frérot qui béton, un autre qui sort. La prison, c'est la guerre, y'en a qui sert. À la cité, que des histoires bizarres. À la base, on voulait que baiser la moi c'est mal, maman. Est-ce que c'est normal? Mes larmes coulent pas, je suis dans le noir. Souvent j'endors mal. Quand je vois tout ça, j'ai mal, maman. Est-ce que c'est normal? Mes larmes coulent pas, je suis dans le noir. Souvent j'endors mal. J'ai plus grave, j'ai pas eu trop de chance. La daronne avait raison. On se rafale, on part en vacances. Est-ce qu'il a mort ou la prison? Est-ce qu'il a mort ou la prison? Est-ce qu'il a mort ou la prison? J'ai grandi, j'ai pris mes distances. Est-ce qu'il a mort ou la prison? J'ai plus grave, j'ai pas eu trop de chance. La daronne avait raison. Grosse Rolex et je suis en avant. Est-ce qu'il a mort ou la prison? Est-ce qu'il a mort ou la prison? Est-ce qu'il a mort ou la prison? J'ai vu les épisodes. Du poison dans le bissap, les frérots sont bizarres. Dehors c'est la guerre encore, tu pourras dire qu'on a la guine. Des balles pour écourter la vie, la plante a fleuri sur la tombe de l'homme qui était fier. Il veut gâcher sa vie, il se dit qu'il a plus rien à perdre. Une daronne en pleurs au parloir, une daronne en pleurs à la porte. Ça fait trop mal si c'est la même, j'ai perdu du temps à Fleury. Et sans le peurage, je serais déjà mort, genre de ce grand je suis déféré. Bon bah je le dépôt, change pas ta dépôt. J'ai vécu des galères, j'en oublie mon départ. Ico du ghetto, j'ai vendu du bédo, volé des motos, braqué au métal. Des fois j'ai peur de rire, un mal ça cache un bien. Grandi pauvre, si tu me donnes un, faut que je te rende trois. On était petits, on dormait collés dans l'étage. On a grandi, on a tous fini en cachette. Faut que je m'évade au télo avant de leur faire quelque chose. La vie c'est les pénaux, si tu loupes tes peines. J'oublie pas les longues peines. La vie le pantalon, le fleuve, c'est que des trompettes. Ils parlent, ils font pas. J'ai grandi, j'ai pris mes distances. J'ai plus grave, j'ai pas eu trop de chance. On se rafale, on part en vacances. Est-ce qu'il a mort ou la prison? Est-ce qu'il a mort ou la prison? Est-ce qu'il a mort ou la prison? J'ai grandi, j'ai pris mes distances. Est-ce qu'il a mort ou la prison? J'ai plus grave, j'ai pas eu trop de chance. La daronne avait raison. Grosse Rolex et je suis en avant. Est-ce qu'il a mort ou la prison? Est-ce qu'il a mort ou la prison? Est-ce qu'il a mort ou la prison? Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre avec le VIH. Nous sommes en compagnie de Marie, de Aram et de Rida pour parler de SIDAction, du SIDAction et en particulier des personnes dédiées aux personnes qui vivent en détention. Alors, on a fait une première partie, on a parlé principalement de la prévention et on revient du coup aux appels au numéro des SIDA Info Service, les numéros que les personnes sous mandat de justice peuvent appeler gratuitement, anonymement, c'est les 0800 840 800 et les 3% des personnes qui appellent sont des personnes qui vivent avec une pathologie. Je vous propose d'écouter cet homme en détention depuis 2014. Je suis en master, je suis à 3 quarts de ma peine, j'ai des difficultés avec ma séropositivité. Il y a eu une fuite d'informations, cela m'a rendu honteux, je ne prends pas toujours mon traitement. Alors, cette personne, vous avez entendu, elle parle de honte et aussi de ne pas bien suivre son traitement. Alors, c'est des questions qu'on connaît bien malheureusement, surtout voilà, la stigmatisation, un milieu pénitentiaire probablement, elle est encore double, la double peine. Comment sont vos retours? Alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, le fait d'être séropositif crée effectivement... Enfin, on a le sentiment, effectivement, d'être mal regardé, d'être mal accueilli, entre guillemets. Mais je pense que c'est beaucoup lié à un manque d'information du personnel qui est autour de cette personne séropositive. Et nous, on avait fait en tout cas le constat qu'il y a un manque d'information au niveau que ce soit des surveillants pénitentiaires, mais également, et ça on le voit même dans la population générale, que le manque d'information crée de
de la crainte et de la peur de l'autre. Et c'est d'autant plus vrai en prison, en détention, puisque les personnes qui sont autour de la personne séropositive, il y a moins de monde, et du coup on est toujours face à ces personnes-là, et voilà, donc on a cette discrimination, et parfois effectivement on sait qu'en détention le secret médical n'est pas toujours bien gardé pour plein de raisons, et ça enfin, nous, on pense, en tout cas, à Sida Info Service, qu'il y a un travail à faire aussi, également au niveau de la pénitentiaire, de former la pénitentiaire pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que cette maladie, les risques de transmission, et ne pas avoir à stigmatiser les personnes séropositives. Mais j'ai envie de dire, c'est un combat énorme, et c'est un combat aussi dans la population générale. Il n'y a pas des formations pour eux, effectivement? Bah là, je me retourne vers Marie, hein, je ne sais pas trop, mais moi, je sais qu'on y avait pensé à un moment donné. Nous, on ne s'y est pas encore attaché, mais je sais pas si... Je pense qu'ils ont des programmes de formation. Mais... Alors, il y a des programmes de formation. Il y a une école de formation qui s'appelle l'ENAP, qui se trouve à Angers. Et il y a des informations qui sont données pendant la formation initiale. Et il y a un certain nombre de formations continues. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, cette discrimination qui persiste après 40 ans, parce que c'est quand même ça, c'est une maladie qui existe depuis 40 ans, elle est assez incroyable et elle est un peu le signe d'un échec collectif, parce que je crois qu'on n'a pas vraiment fait passer les progrès scientifiques. En fait, je veux dire, c'est une maladie pour laquelle on est passé du jour à la nuit, enfin de la nuit au jour plutôt, il faut que je sois dans le bon sens. On a découvert le virus, on l'a identifié, et on a trouvé des traitements très rapidement, et on sait s'en protéger. On sait par exemple que l'espérance de vie avec ou sans VIH, et ça on le sait depuis les rapports IENI, il y a déjà plus de 15 ans, est strictement identique. Une personne qui prend bien son traitement. On sait qu'une personne qui prend bien son traitement ne transmet pas le VIH. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un rapport sexuel avec une personne qui est bien traitée sans préservatif. Une femme qui est séropositive, qui prend son traitement, peut faire un enfant de manière tout à fait classique. Elle n'a pas besoin de requérir à la PMA, par exemple, pour faire un enfant. Parce qu'on a des traitements qui sont puissants et efficaces. Et dans la vie de tous les jours, on ne risque rien. Mais c'est une maladie qui est liée, les modes de transmission, le sang, le sexe, sont des choses dont on ne parle pas suffisamment. C'est-à-dire qu'en fait, pour lutter contre la discrimination, contre le VIH, il faut que la santé sexuelle pénètre dans les écoles, pénètre en détention, qu'on puisse parler de manière beaucoup plus simple de la sexualité. Et je pense que c'est uniquement à ce moment-là que la discrimination, parce qu'elle n'est absolument pas fondée de manière médicale et scientifique. Vous ne risquez rien à partager le même plat d'une personne séropositive, à embrasser, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un très vieux SIDAction où on avait vu cette actrice Clémentine Célarié embrasser sur la bouche une personne séropositive. Donc vous pouvez faire des baisers à la française, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec une personne qui est séropositive et qui a son traitement. Simplement, la discrimination persiste. Et je suis un peu attristée parce que, par exemple, une partie des personnes qui vont prendre les nouveaux traitements, les long-acting par exemple, le prennent à cause de cette discrimination. Il y a des gens qui sont parfaitement équilibrés avec leur traitement, mais qui ont, par exemple, comme ce monsieur qui vient de s'exprimer, qui ont des difficultés à prendre leur traitement, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont séropositifs, et qui vont demander, c'est des traitements qui fonctionnent très très bien, mais en même temps, en tant que médecin, on se pose la question de savoir si on ne renforce pas la discrimination en obligeant en quelque sorte les personnes séropositives à se cacher quand elles prennent un traitement. Donc effectivement, ces traitements fonctionnent très très bien. Il s'agit de 2 piqûres, une dans chaque fesse tous les 2 mois, et on ne prend plus du tout de traitement. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on travaille vraiment pour lutter contre la discrimination ? Oui, parce qu'en plus, le VIH est maintenant une maladie chronique, donc c'est comme le diabète, l'hypertension artérielle. Donc c'est dommage qu'il y a toute cette discrimination autour de cette maladie. C'est pour ça qu'en prison, on a mis en place le SIDAction prison. Parce que plus on en parle,
du VIH, des hépatites, des IST, et moins ce sera grave, et on luttera contre les fausses croyances, contre les tabous, etc. Et donc, le numéro vert de SIDA Info Service, le fait qu'il y ait un SIDAction prison, le fait qu'il y ait des structures à l'intérieur et puis à l'extérieur, des associations qui rentrent dans les prisons, parlent du VIH, etc. Ça permet de dédramatiser tout ce pan lié au sida, parce que c'est vrai que les représentations sociales, même à l'extérieur, elles continuent à préexister. Quand on voit les différentes enquêtes, et notamment chez les jeunes, ça pose question. Voilà. Absolument. Je vous fais écouter encore une autre témoignage, disons, d'une personne, d'un jeune homme de 18 ans qui vit avec les VIH. Écoutez ce qu'il nous dit. J'ai du mal à l'accepter, à en parler. Je viens d'apprendre ma pathologie récemment et l'infectologue doit venir début janvier. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée, j'ai du mal à dormir, incarcéré, et en plus avec le VIH, j'ai des idées noires, je ne me reconnais plus. Voilà. Ça confirme un peu ce qu'on a dit. Ce jeune garçon, il ne dort pas, des idées noires, chose que ça peut arriver aussi à l'extérieur, d'autant plus en prison. Et encore une fois, cette personne, ils se sont isolés. Un risque psychologique très fort. Ces personnes, comment peuvent être pris en charge, vraiment se soigner? Est-ce que c'est vraiment à eux de faire le pas, d'aller vers quelqu'un? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, les surveillants pénitentiaires et l'ensemble des agents pénitentiaires reçoivent des formations pour détecter les risques psychosociaux, les risques suicidaires des personnes qui sont en détention. Et généralement, ils alertent l'unité sanitaire quand ils ont détecté quelque chose. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour les soignants je veux dire, s'il n'y a pas ce truchement des agents pénitentiaires, ils ne peuvent pas toujours savoir que quelqu'un dans une cellule se sent mal, est isolé. C'est pour ça que tout ce travail de la téléphonie sociale dont fait partie SIDA Info Service, il y a plusieurs lignes qui sont comme ça mises à disposition des personnes en détention. C'est quelque chose de très important dont il faut se saisir, parce que c'est une passerelle sur l'extérieur, et ils sont de très bons conseils. Ils peuvent vous aider à mieux comprendre le travail des uns et des autres, à quoi sert un psychologue, etc., et à briser l'isolement. Effectivement, nous, notre rôle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette personne-là qui vient de découvrir sa séropositivité, nous, on peut l'accompagner. On peut l'aider dans tout ça, lui expliquer ce qui va se passer, c'est quoi cette maladie, ce qui va se passer ensuite, et pouvoir faire appel au psychologue, d'abord au médecin, à l'infectiologue qui doit passer, savoir comment parler avec l'infectiologue, quoi lui demander, parce que souvent, les personnes, les patients, qu'ils soient détenus ou pas, ont du mal à poser les bonnes questions, à essayer. Déjà, ils ont du mal à comprendre des fois quand le médecin leur explique les choses, mais ils ont aussi du mal à poser les questions, et donc souvent ils nous les posent à nous. Alors, dans la mesure du possible, on répond, mais aussi on les aide à préparer l'entretien avec l'infectiologue, mais également à demander à voir le psychologue si on estime que le besoin est là, et on peut l'accompagner. On le fait rarement en détention, mais on peut l'accompagner. On a un dispositif qui s'appelle 6 accompagnements, et on peut l'avoir plusieurs fois comme ça, et pour des moments où il ne se sent pas très bien, de pouvoir au moins avoir quelqu'un à qui parler. Ça peut être les week-ends, souvent, quand ils sont isolés, il n'y a pas d'unité sanitaire, il n'y a pas de psychologue, encore moins de psychiatre. Donc on est là aussi pour dire qu'on est présent et on est à leur écoute. Donc c'est très important aussi cette présence-là, ne pas les laisser seuls face à leurs difficultés. Et l'annonce de la séropositivité, c'est une période particulière. Il y a des soignants qui sont formés. En général,
Il y a des CEGID, c'est des centres d'information, de dépistage, et puis gratuits, anonymes, etc. Malheureusement, sur la prison, il n'y a qu'un seul CEGID en milieu pénitentiaire, il est à Lille. Voilà. Mais par contre, les US, il ne faut pas hésiter à en parler, notamment aux unités sanitaires, où il y a plus ou moins des gens formés, etc. Voilà. Voilà. Tous les voix que vous avez entendues, c'est des voix d'hommes. Ça veut dire qu'il n'y a que d'hommes en prison? Non, il y a aussi des femmes et c'est vrai qu'elles sont souvent dans une situation qui est complexe. Il y a environ 3000 femmes en détention. Mais c'est vrai que la détention est un milieu d'hommes. C'est assez récent, hein, puisqu'en fait, au XVIIIe, au XIXe siècle, il y avait quasiment autant de femmes en détention que d'hommes. Mais ces dernières années, la proportion de femmes a beaucoup diminué. Elles sont autour de 3% des personnes qui sont en détention. Du coup, leur prise en charge est beaucoup plus complexe parce qu'elles sont minoritaires en détention. Et c'est vrai que ce soit l'accès aux activités, l'accès aux soins même, parce qu'en détention, il y a un dogme qui est la non-mixité. Alors ça commence dans les activités. Il y a maintenant une possibilité d'avoir des activités mixtes, notamment des activités sportives pour le sport santé, etc. Certaines activités entrent en mixité, mais en ce qui concerne le soin, ça reste une difficulté puisqu'il n'y a pas encore la mixité dans le soin. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté pour les femmes parce que comme elles sont minoritaires, elles ont très souvent moins accès aux soins puisqu'il faut qu'il y ait une plage qui leur soit dédiée. Et c'est un problème. Ça, c'est pour les soins généraux, mais après, il y a tous les soins spécifiques, notamment les soins gynécologiques. Vous savez que le nombre de gynécologues est en diminution. Et par exemple, en Île-de-France, l'année dernière, les seules vacations de gynécologie pour la détention étaient assurées par des médecins femmes qui étaient à la retraite. Donc vous voyez, on a un problème quand même dans la prise en charge, dans l'offre de soins pour les femmes en détention. Et ça pose quand même un certain nombre de problèmes. C'est pour les femmes adultes, mais aussi pour les femmes mineures, qui sont encore moins nombreuses que les garçons, et qui, là encore, en théorie, les EPM, c'est-à-dire les établissements pour mineurs, sont mixtes, mais dans la réalité, il y en a beaucoup dans lesquels on ne trouve pas de femmes, et souvent les jeunes filles sont dans les quartiers femmes, avec un accès qui, du fait des mouvements en détention, à la culture, à l'enseignement, qui est un peu moindre que les garçons. Et puis nous, en tout cas, à SIDA Info Service, on a très peu de femmes qui nous sollicitent. Très, très, très peu de femmes. Donc, et c'est vrai que c'est un problème. On s'est posé nous-mêmes la question de dire, mais pourquoi les femmes ne nous appellent pas? Elles ont accès à l'information, en tout cas à la possibilité de nous solliciter, mais on a très peu d'appels de femmes. Je crois que l'isolement est terrible pour les femmes en détention et je pense qu'elles sont en grande souffrance. Oui, probablement, oui. Alors la DAP a mis en place depuis 2020 un groupe de travail sur l'égalité des femmes-hommes en détention. Donc ça aboutit à l'activité partagée en détention, mais on continue à travailler notamment sur la mixité dans le soin. Il faut savoir que les femmes sont moindres en prison. Il y a 4% de tête de population féminine. C'est vrai qu'on encourage à la mixité, à permettre des activités mélangées, mais c'est possible que dans certains établissements, par exemple à Fleury, on peut faire des cours où il y a aussi bien des hommes que des femmes, mais c'est difficile. Voilà. Et puis on a fait un guide à SIDAction, un guide dans lequel on a mis un chapitre femmes et les mesures à prendre pour cette population. Et je rappelle que dans tous les textes de loi, que ce soit santé ou justice, la question de l'équivalence dedans-dehors est réaffirmée. Donc je voudrais insister sur ça. Tout à l'heure, Marie a parlé du rôle des soignants sur la réduction des risques.
mais ils sont aussi bien responsables des actions à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et à l'intérieur des prisons, ils ne doivent pas offrir une santé au rabais pour les détenus. Par exemple, juste pour rester sur les femmes, et par exemple, dans ce cas, la grossesse, est-ce que, comme on sait à l'extérieur, des fois, des femmes découvrent la séropositivité lors de la grossesse, du test du dépistage, à ce moment-là, après les suivis, il se passe pareillement comme à l'extérieur? En théorie, oui, Normalement, le suivi est totalement identique à l'intérieur qu'à l'extérieur de la détention. Et C'est du coup, important. on peut dire aux femmes qui découvrent ça de ne pas avoir des soucis, des peurs pour leur enfant, parce qu'une prise en charge immédiate pendant la grossesse, Oui, il n'y a bien sûr, une pas de femme risque de... séropositive qui est en détention, qui découvrirait sa grossesse, déjà, normalement, elle devrait avoir un traitement, mais je veux dire, ce traitement protège son enfant de la transmission. De la même manière que tout à l'heure, on disait qu'on peut avoir un rapport sexuel avec une personne qui est séropositive et qui est traitée. C'est pareil pour une femme séropositive enceinte. Son enfant ne risque rien. Il n'y a pas de souci. Et le suivi sera le même que normalement à l'extérieur. Oui. Il y a une question qu'ils ne nous ont pas posée, les détenus qui nous ont appelés, mais c'est quand même une question vraie, des hépatites. En prison, il y a certaines hépatites. Moi, je voudrais juste que vous nous fassiez un petit focus sur une hépatite qui est méconnue, l'hépatite D. Alors, l'hépatite D, c'est un problème médical important, mais pour simplifier, je vais simplifier un peu le propos. Oui. Pour avoir une hépatite D, il faut avoir une hépatite B. Il y a toute une série d'hépatites, elles ont toutes des lettres comme ça. Et l'hépatite B, c'est une pathologie qui est très répandue sur la planète. Et le fait d'avoir en plus un virus Delta associé à une hépatite B, ça va entraîner une majoration des complications liées à l'hépatite B. Et l'hépatite B, contrairement à l'hépatite C, vous savez que pour l'hépatite C, on a des traitements. L'hépatite C, on peut en guérir. C'est vraiment parce qu'on a beaucoup de difficultés avec les virus et c'est vraiment une découverte médicale qui est vraiment fabuleuse, qui a une dizaine d'années à peu près. Quand on a une hépatite C, on a un traitement et on guérit. Et ça, c'est vraiment très, très important. En ce qui concerne l'hépatite B, quand on découvre une hépatite B, le traitement est compliqué. En fait, ce qu'on propose généralement, c'est la surveillance. Parce que quand on va entamer le traitement, ça va être un traitement à vie. La difficulté, c'est pour les personnes notamment qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, c'est que l'hépatite B, au bout d'un certain nombre d'années, elle peut se transformer en cirrhose et en cancer. Et le petit virus de l'hépatite D augmente ces risques. Simplement, on n'a pas, j'allais dire, de marqueurs très précis pour savoir à quel moment vous risquez de faire un cancer du foie. Donc pour ça, il faut vraiment une surveillance. Oui. Et c'est très important parce que dans les unités sanitaires, on dépiste les hépatites B Oui. et Delta. Il nous reste vraiment 2 minutes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Rida, tu nous as dit tout à l'heure l'importance de dehors dedans, que ce soit le même. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Oui, je voudrais rajouter que les détenus ne doivent pas se retrouver seuls face à des problèmes de santé, donc ils peuvent faire appel aux unités sanitaires, mais aussi aux associations et puis aux structures qui viennent de l'extérieur. Voilà. Et puis la responsabilité du médical face à certaines pathologies, notamment le VIH, et puis réinsister sur le SIDAction prison. De plus en plus, ça permet de faire jouer un rôle citoyen aux détenus et de parler du VIH et de permettre à des structures extérieures de pénétrer définitivement à l'intérieur des prisons. C'est de cela dont je voulais parler, parce que vraiment la mobilisation cette année, elle est fabuleuse en détention. Et je trouve que c'est vraiment important. Enfin, il y a des forums santé, il y a des activités sportives, il y a plein de choses super intéressantes qui sont en train de se mettre en place pour le SIDAction. Et ça continue tout le long du mois d'avril. Et je pense que là, parce qu'en fait, le SIDAction, c'est aussi une récolte de fonds. Et il y a beaucoup de personnes en détention qui se mobilisent avec leurs moyens
pour le SIDAction et c'est vraiment fabuleux. Aram? Oui, moi, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est, j'ai une phrase qu'on a l'habitude de dire, ne restez pas seul avec vos questions. Nous, on est là, en tout cas, pour accompagner les personnes qui sont dans la difficulté, qui en ont le besoin. On est à l'écoute et on relaie aussi toutes les actions, que ce soit le SIDAction ou autre. On est là aussi pour répondre à toutes les questions. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission Vivre avec les VIH, SIDAction Prison. Merci à nos invités Marie Aram et Rida. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine au moins. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.